Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute. Alors bonjour à tous, donc ici Julienne Le Breton et Nel Vella. Donc aujourd'hui nous sommes avec Quentin Barré, donc co-gérant de l'agence Pop. Bonjour. Une agence immobilière dans le centre de Périgueux. Donc nous allons commencer cette interview en te demandant de te présenter un petit peu en quelques mots s'il te plaît. Ok, donc Quentin Barré, j'ai 30 ans. Co-gérant de l'agence Pop depuis 1 an, ça fait 1 an que l'agence existe. Je suis marié, j'ai pas d'enfant. Je suis sur Périgueux depuis très longtemps, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans l'immobilier. Et notamment, ma particularité par rapport à vous, c'est que j'étais à votre place il y a 11 ans, non, puisque j'ai été diplômée de TechDeco en 2000, si je dis pas de bêtises, 10. Ok, donc voilà, c'est une possibilité de futur pour des TechDeco. Donc, en quoi consiste ton entreprise ? Donc, c'est une agence immobilière. Je vais pas dire une agence immobilière traditionnelle pour le coup, mais on est une agence immobilière et on fait de la transaction. Donc, on récupère des biens à la vente, des propriétaires qui souhaitent vendre leurs biens et qui nous disent je sais pas trop comment faire ou j'ai pas envie de m'en occuper, je vous la laisse. Et donc nous, on s'occupe de gérer tout ça pour lui. Et du coup, on aide en même temps des acheteurs à acheter leur premier bien, ou pas d'ailleurs, mais d'acheter un bien. Et on fait en même temps de la location et de la gestion locative. Donc là, c'est un deuxième service qu'on propose, enfin un service un peu différent, où d'une part, on va s'occuper de gérer les biens alloués de propriétaires. Et en même temps, du coup, on propose donc des locations pour des personnes qui ont besoin de se loger. Et justement, ces acheteurs ou ces loueurs, est-ce qu'ils ont tous un profil un peu qui se rejoint, qui rejoignent un peu vos valeurs, ou bien ils sont vraiment tous différents On a quand même déterminé, on avait au début un client type, évidemment, qui était grosso modo les 25-45 ans, le profil plutôt, comme on aimait bien le dire, plutôt stylé, qui allait être sensible en fait au fait qu'on fasse du home staging, qu'on mette vraiment les biens en valeur avec des belles photos, de la vidéo, etc. Plutôt orienté réseaux sociaux, voilà, c'était un peu notre client type, et avec une CSP plutôt assez élevé, quoi. C'était dans l'idée, c'était ça, le profil type. On est plutôt dedans dans nos personas. En fait, on a 2 types de personas. On a effectivement ce premier persona qui colle totalement à notre client cible, mais on a aussi un deuxième persona qui va plutôt être, lui, les plus de 50 ans, 50-60 ans, qui soit tombent sur nous, entre guillemets, par hasard. Je parle notamment là pour les acheteurs, c'est-à-dire que eux, ils regardent par exemple sur le Bon Coin, ils tombent sur une agence, et ils voient que c'est bien présenté, donc du coup ils se disent ok, je vais les contacter. Mais il y a aussi des personnes qui rentrent en contact avec nous parce que ils ont quelqu'un dans leur famille qui va qui va leur parler de nous. C'est arrivé plusieurs fois là. Alors là en l'occurrence c'est plus pour des vendeurs notamment, où les gens vont nous dire tiens en fait je vous appelle de la part de ma fille, de mon fils, qui m'a parlé de vous. Et pourquoi avoir choisi l'agence Pop comme nom ? Alors en fait on cherchait un nom. Donc au tout début, ça a évolué très récemment là, mais ça s'appelait Pop Immo. L'important c'était surtout le mot pop. En fait, on voulait un mot qui soit court, facile à retenir et qui évoque de suite qui on était, c'est-à-dire une agence dynamique. Et on aime bien ce côté de pop, ça fait comme un éclat de peinture qui arrive, c'est un truc un peu surprenant, etc. Et voilà, donc du coup, c'est venu assez naturellement à nous, mais voilà, on voulait quelque chose d'assez court, et idéalement, alors c'était pas le cas avec Pop Immo, mais on voulait pas qu'il y ait Immo dans notre mot, okay. Parce qu'on voulait pas s'appeler machin truc immobilier, quoi. Comme la plupart des agences s'en mettent pas, voilà. On voulait pas aussi que ce soit nos noms, parce qu'on veut que ce soit on veut créer une marque, et c'est ce qu'on est en train de faire petit à petit. Et une marque, c'est quand même si c'est on veut quelque chose qui puisse durer dans le temps. C'est-à-dire que le jour où je suis plus là et que Julien est plus là, l'agence Pop peut continuer à vivre aussi. Voilà. Donc
Donc ça, c'est toutes ces raisons-là qui nous amenaient à s'appeler Pop. Et donc, je vois à côté de vous un livre nommé Le Grand Livre du Pop. C'est ça. Est-ce que, justement, le pop art a pu vraiment influencer le choix du nom? Alors, pas du nom, mais dans notre communication, ça a été le cas. Alors ça, c'est un joli cadeau qu'on nous a fait à l'ouverture de l'agence. Mais oui, bien sûr, en fait, il faut se dire... D'ailleurs, en fait, le pop aussi, ce qu'on aime bien, c'est que ça vient de populaire. Ouais. Et on aime ce côté de se dire qu'on est une agence... quand on regarde, d'ailleurs, beaucoup de personnes pensent qu'on a des beaux biens très souvent, qu'on est un peu haut de gamme, alors qu'en fait, on l'est pas du tout. Enfin, en tout cas, alors si, on l'est dans notre prestation de service, mais pas au montant. On est simplement... on propose beaucoup de services, mais à un prix tout à fait normal et lambda des autres agences immobilières. Mais ce que je veux dire, c'est que on aime ce côté populaire, en fait, être une agence de quartier où on se prend pas la tête. Ça, c'est très important pour nous aussi. Et donc, effectivement, tout l'esprit pop art, de toute façon, vu que naturellement, quand on pense à pop, ça peut l'évoquer dans la tête des gens, et ben, on fait gaffe aussi à notre communication à ça. On ne peut pas avoir une charte graphique, enfin, on peut pas... Tout est possible, mais on essaye d'avoir une charte graphique qui soit quand même assez dynamique et assez orientée dans ce style-là. Ouais. Et pourquoi jaune c'est une bonne question, en elle. C'est en fait toujours dans le même esprit de vouloir, toujours dans le même esprit de vouloir quelque chose de dynamique. Le jaune, ça évoque immédiatement le côté solaire, dynamique justement, jeune, joyeux, etc. Et donc ça correspond totalement à qui on est, je pense, et en tout cas à ce qu'on veut, à l'image qu'on veut véhiculer. Et c'est important. Alors en plus, en sachant que nous, on a ouvert l'agence, enfin on a commencé à communiquer sur l'agence il y a pile poil un an. C'était en novembre 2020. Et en novembre 2020, on était en plein confinement. Et donc, c'était assez rafraîchissant. Alors déjà, il y avait aussi ça aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'agences immobilières avec cette charte graphique-là. Il n'y en a quasiment pas, pour être honnête, même en France. Et donc, ça nous permet de se différencier, mais de se différencier de la bonne façon, on estime, puisque l'objectif, c'était quand même de faire passer un bon moment. C'est aussi un de nos objectifs, c'est de faire passer une expérience très positive de l'immobilier à nos clients. Et donc le côté jeune du coup, colle très bien avec ça, et donc du coup ça donne de suite, sans faire de mauvais jeu de mots avec la couleur, mais ça donne de suite la banane avec quand on pense en tout cas à l'agence et quand on a affaire à nos publications. Et puis ça retient le regard surtout. Exactement, ouais, c'est ça. Et concernant du coup votre positionnement, vous avez basé en fait tout votre positionnement sur tout le côté pop, le côté stylé, branché en fait. Ouais. Donné à l'agence. En fait, on s'est dit qu'est-ce qu'attendent en gros, qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui un client qui a affaire à une agence immobilière. En fait, on a fait tout ce qui n'allait pas. Tout ce que les gens détestaient des agences immobilières, et il y en a un paquet de choses que les gens détestent. Par exemple tout simplement le fait qu'on n'est pas pris au sérieux, notamment, que déjà c'est très difficile de différencier les agences. Qu'on passe d'une agence à une autre, on voit pas trop la différence. On a vraiment l'impression que ça coûte très cher, c'est-à-dire de payer un service qu'on n'a pas, globalement, notamment pour ceux qui veulent vendre, de payer 10 000 euros à une agence qui va mettre 3 photos et mettre l'annonce sur le bon coin. En location, c'est encore autre chose, mais très souvent, on a vraiment l'impression qu'on s'en fout de nous, et que c'est bien pour prendre le chèque de frais d'agence, c'est bien, mais derrière, dès qu'on a un problème, on peut pas appeler, etc. Enfin bref. Et nous, donc ça c'était le postulat de base, l'expérience était vraiment très mauvaise. Et on a essayé de comprendre pourquoi c'était le cas. Alors, je pourrais en parler très longtemps, mais il y a le fait déjà que les agences ont une multitude de choses à faire. Il y a beaucoup trop de choses à faire, mais ça, c'est vraiment quand on est dedans qu'on s'en rend compte. Et puis, il y a le côté un peu de lassitude, en fait, où pour nous, aujourd'hui, une vente, c'est une mission parmi tant d'autres, alors qu'en fait, pour beaucoup de personnes, il n'y a qu'une vente qui se fait dans l'année, dans la vie même. Donc c'est à nous, en tant que professionnels notamment, de se remettre et de se refocus vraiment sur le client final, et de se dire, ok, qu'est-ce qu'il attend. Et donc, notre positionnement a été fait pour... De toute façon, tous nos services, tout ce qu'on met en place est fait pour satisfaire le client. On a un objectif de 100% de satisfaction client. Je veux dire,
allez me dire, ce serait censé être le cas de toutes les agences et de toutes les entreprises, mais c'est pas le cas. Beaucoup d'agences. En fait, le modèle classique aujourd'hui d'agence immobilière, c'est de la conquête de nouveaux clients. Ouais. On fait une vente, on passe à autre chose. Nous, on est vraiment sur de la fidélisation client et de la recommandation client. Parce que déjà c'est plus agréable pour nous de travailler comme ça, et puis tout simplement c'est beaucoup plus, on a vraiment l'impression d'être utile. Je crois qu'aujourd'hui on cherche tous à avoir de l'utilité dans ce qu'on fait, et une agence immobilière c'est très utile pourtant, et on n'a pas forcément l'impression de s'en rendre compte. Et est-ce que vous pourriez dire que votre souhait, c'est vraiment de créer une expérience client en fait, du début à la fin, voire après l'achat en fait? Ah mais c'est exactement ça. Okay. Y a plein de petites choses qu'on fait qui est hyper important pour nous. C'est par exemple, on donne vraiment bien sûr, on fait le plus de services possible et le plus de services qualitatifs possible. Pour vous donner un ordre d'idée, un shooting photo sur une agence traditionnelle, enfin un shooting photo, la mise en communication d'un bien, la communication autour d'un bien, shooting photo, le texte de pub et le fait de le mettre en ligne, en 2 heures je pense maxi, c'est réglé. Nous, c'est 1 jour et demi, voire 2 jours à 2. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Pourquoi ? Parce que notre shooting, il va durer 3 heures à peu près. Je parle vraiment quand on est sur le full package, en gros quand le client nous fait à 100% confiance, mais en gros c'est 3-4 heures sur place, entre la visite virtuelle, la vidéo, la photo, donc on ne fait pas que de la photo. Retour à l'agence, il faut traiter les photos, il faut traiter la visite virtuelle, il faut traiter la vidéo, donc ça là on est à 2, hein. Ensuite le texte de pub, c'est pas 3 lignes de pub qu'on fait, on fait un vrai texte romancé, donc on trouve un nom à chacun de nos biens d'ailleurs, donc il faut trouver le nom, un nom qui soit pertinent, il faut trouver le texte de pub qui va être autour de ce texte, enfin de ça, du nom, et ensuite on prépare le plan de communication, donc entre les teasers sur les réseaux sociaux, la relance des acheteurs, etc. Bref, tout ça mis bout à bout, ça fait entre une bonne journée, voire une journée et demie à 2 quoi. Donc rien que ça veut dire qu'on met déjà beaucoup de services. Et quelle stratégie vous avez mis pour être rentable? Alors, c'est hyper intéressant parce qu'en fait justement c'est là qu'on est à l'opposé complet de toutes les agences, parce que justement j'ai expliqué juste avant qu'on mettait 1 jour et demi pour faire nos shootings, oui, etc. Alors que toutes les agences, je dirais de Périgueux mais même d'ailleurs en général, ne mettent que 2 heures. Aujourd'hui, vous faites le tour des agences, vous dites est-ce que vous êtes prêt à mettre 1 jour et demi avant de commercialiser vos biens? Ils vont tous vous dire mais vous êtes malade, moi j'ai pas le temps de faire ça. Mais donc on peut se dire mais comment ils peuvent être rentables à ce niveau-là? En fait, alors il y a plein de raisons. Donc nous en fait on a plutôt valorisé sur le fait de travailler sur la qualité, c'est-à-dire que quand on a un bien à vendre, ça paraît tout bête, hein, mais on fait tout pour le vendre, alors que la plupart des agences visent une multitude de biens pour, en gros, sur la quantité de biens qui rentrent, il y en a un qui va se vendre au bout d'un moment. Donc nous, on perd peut-être moins de temps qu'eux à aller chercher de nouveaux biens comme ça, parce qu'on a du coup besoin de moins de biens pour en vendre. Donc d'un côté, ça nous permet de récupérer du temps qu'on peut utiliser pour faire ces shootings-là, etc. Mais de l'autre côté, je dirais que dans ce cas-là, on vise effectivement plus sur... du moins, on est peut-être moins rentable sur chaque vente, mais en ayant plus de ventes, enfin en multipliant les ventes, on finit par finit par faire des économies d'échelle. Notamment, une des choses qui nous permet d'être rentable, c'est que c'est nous qui faisons, on n'a pas externalisé nos shootings photos, vidéos et tout. C'est mes compétences perso, puisque j'ai appris le montage, la photo, ma femme est photographe, voilà, donc ça aide forcément. Mais donc on a appris tout ça à notre communication, c'est nous qui la gérons tout seul, on n'externalise pas tout ça. Ce qui fait que on garde le savoir-faire en agence, on n'a pas besoin de payer une entreprise pour le faire à côté, et voilà. Je pense que c'est notamment comme ça. Et donc, alors l'autre chose, mais ça je dirais que c'est pas propre qu'à nous, c'est propre à beaucoup d'agences immobilières, c'est qu'on n'a pas de salariés à l'agence. Tous nos collaborateurs sont des agents commerciaux. Ils sont payés uniquement à la commission.
D'accord. Donc ça nous évite de sortir de l'argent tous les mois s'il n'y a pas de vente. S'il n'y a pas de vente, on ne paye pas nos collaborateurs. Alors par contre, on a un gros suivi, puisque nous, l'idée, c'est quand même que les gens restent. Et pour le moment, ils s'éclatent et effectivement, ils sont, eux en tout cas, sont devenus très rentables maintenant. Mais voilà, c'est une des façons d'être rentable. Il y a aussi le fait que les honoraires d'agence sont globalement assez élevés, c'est vrai. Nous, on a essayé de les réduire un petit peu par rapport à ce qui se fait dans la profession. Mais disons que, étant donné que c'est un métier qui est très fluctuant, il y a effectivement des ventes sur lesquelles on n'est pas rentable, c'est vrai. Il y en a d'autres sur lesquelles on l'est certainement beaucoup, presque beaucoup trop, mais l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Ouais. Et comme vous n'avez pas beaucoup de salariés, vous faites comment pour tout gérer Alors j'ai un clone qui est à côté de moi. Non, ça demande de l'organisation. Oui, ça demande de l'organisation, mais en fait on travaille beaucoup sur la loi de Pareto, 80-20. 20% des actions génèrent 80% des résultats. Et 80% du coup des actions ne génèrent que 20% de résultats. Donc en fait, on essaye d'écrémer toutes les tâches qui sont chronophages et qui sont pas impertinentes pour le business. D'où le fait qu'on préfère beaucoup plus et qu'on essaie de fidéliser au maximum nos clients, parce qu'on n'a plus vraiment besoin, et c'est ce qu'on apprend à nos collaborateurs, on n'a plus vraiment besoin de prospecter, ou du moins c'est la prospection qui va être différente. Parce que en fait c'est directement les clients qui nous appellent en disant tiens Quentin ou Julien ou qui que ce soit à l'agence, j'ai pensé à toi parce que je veux vendre une maison, parce que mon voisin veut vendre, etc. Et je lui ai parlé de toi parce que je sais que tu es la bonne personne pour l'aider. Et donc ce qui fait que on récupère des biens comme ça à la vente. C'est beaucoup plus confortable et ça évite de passer plusieurs heures à prospecter, etc. Et du coup, vous ralentissez votre prospection grâce à la montée de la fidélisation. Mais j'imagine que vous avez quand même une stratégie de communication. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette dernière, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. En fait, alors, c'est bien que tu parles de ça, dans le sens où prospection n'est pas l'opposé de communication. Bien au contraire, la communication fait partie de la prospection. Et donc d'ailleurs... j'estime ne pas prospecter, mais beaucoup communiquer. Et notamment, alors, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de moyens de communication, enfin de prospection, on va dire, dans l'immobilier. Il y a la prospection sur le terrain, où on tape à toutes les portes pour savoir s'il y a des biens à vendre dans le quartier. Il y a la prospection téléphonique, je dirais pure et dure, on prend l'annuaire, on appelle tout le monde. Ça marche vraiment pas très bien. Sinon, il y a la prospection, ce qu'on appelle de la pige, c'est-à-dire c'est sur le Bon Coin notamment, on appelle les annonces qui sont déjà en ligne. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des clients qui sont déjà vendeurs, qui ont déjà un projet. Donc en fait, on les appelle et on essaie de les convaincre de bosser avec nous. Et puis après, il y a ce que j'appelle, alors il y en a sûrement plein d'autres moyens de communication, mais un des moyens qu'on utilise le plus du coup, ça va être l'inbound marketing tout simplement. Ça veut dire le fait de créer du contenu, le fait d'expliquer comment on travaille, d'expliquer comment ça se passe dans l'agence, de parler de nos réussites, de nos échecs, un peu de tout, quoi, pour que les gens se fassent leur propre avis et se disent ok, ils ont l'air cool, j'ai envie de bosser avec eux. Et donc moi, ça fait des années que je travaille comme ça. J'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux en 2017, réellement. 2017, c'était très très peu utilisé. Et je me rappelle très bien à l'époque, on me disait ouais, ça marche pas. Oui, en fait, un an après, ça marchait beaucoup. Et je disais à ce moment-là, et ça me surprenait moi-même, oui, je fais des ventes grâce à Facebook. Alors à l'époque, c'était plus Facebook qui était utilisé. Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus Instagram, mais parce que ça va dans la mouvance un petit peu de ce qui se fait. Notre client type utilise de plus en plus Instagram que Facebook, même s'il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent Facebook. Et c'est beaucoup plus viral quand même sur Facebook que sur Instagram, et à tout type d'âge, mais c'est encore pas mal utilisé. Par contre, on ne différencie pas entre Facebook et Instagram, la communication est la même. Mais en revanche, voilà, on utilise beaucoup plus ça aujourd'hui, parce que en fait, c'est encore une fois, c'est bien que les gens soient au courant de ce qui se passe à l'agence, et puis on veut leur laisser le choix. S'ils viennent bosser avec nous, c'est qu'ils veulent vraiment bosser avec nous.
Et comment vous est venue l'idée d'être autant présent sur les réseaux sociaux pour une agence immobilière ? C'est une très bonne question. Je pense que c'est parce que... Alors je crois qu'à l'époque, en 2017, j'avais un copain qui l'utilisait, on nous en parlait un petit peu, j'étais dans un réseau et on nous disait il faut être sur les réseaux. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, on nous parlait beaucoup plus des réseaux comme une nouvelle plateforme pour mettre les annonces en ligne. Alors on s'en sert, bien sûr, on met nos annonces en ligne aussi sur les réseaux, mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui était intéressant pour les gens. C'était disons qu'on changeait de marketing, le marketing des années 90 où on faisait des promos et ça marchait, et où on disait d'ailleurs, il y a encore beaucoup d'agences qui communiquent comme ça sur les réseaux en disant estimation gratuite, etc. Il faut savoir que vous appelez n'importe quelle agence immobilière, quasiment 100% des agences font de base des estimations gratuites. Donc en fait, je ne vais pas dire que c'est de la publicité mensongère, mais c'est de la publicité... c'est prendre un peu les gens pour des imbéciles, quoi, de dire ça. Donc effectivement, en fait, bon, ça, c'était un constat que j'ai fait assez rapidement. Et puis en fait, c'est quand j'ai commencé quand des clients ont commencé, ou du moins des personnes qui me suivaient ont commencé à faire des retours à mes directeurs à l'époque, avant que je monte l'agence et que je sois vraiment complètement autonome. Donc ça remonte encore une fois à 2017, et qu'ils me disaient... Il me disait putain, c'est bien ce que tu fais, Quentin, sur les réseaux, etc. On voit que t'es dynamique, je penserai à toi, etc. Et bien en fait, je me suis dit, ah oui, tiens, en fait, quand je parle un peu de moi, c'est pas prétentieux, ça montre juste ce que je fais, et en fait, ça plaît bien aux gens. Alors il faut doser, il faut savoir comment on apprend à savoir comment le mettre en place, etc. Mais en fait, ça s'est fait assez naturellement, et puis maintenant, du coup, par contre, maintenant, on est beaucoup plus dans de la stratégie aujourd'hui, où on essaye beaucoup plus, toujours pour faire vivre une bonne expérience client, de s'intéresser à ce que nos clients veulent et qu'est-ce qu'ils veulent savoir sur l'agence, quoi. Et concernant donc la communication et le marketing, maintenant après 1 an d'ouverture de l'agence, est-ce que vous savez identifier vos forces et vos faiblesses ? Je pense qu'effectivement, notre force, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, de mettre en place une grosse qualité de service. Enfin, du moins, on est très pointu. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai dit on fait de la photo, je me suis pas dit juste on va faire des photos qui soient correctes. Ouais. Moi, je veux que quand les clients passent sur notre site internet, par exemple, notre site internet, je veux que quand les clients viennent sur notre site, ils se disent c'est un site de ouf. C'est vraiment ce que je veux. Si c'est pas le cas, je vais essayer d'améliorer, de comprendre pourquoi c'est pas un site de ouf. Et je veux qu'ils se disent, je veux comprendre qu'est-ce qui va pas et pour que ce soit vraiment bien. Pour le moment, les gens sont assez satisfaits de notre site, mais ça me suffit pas non plus. Je veux savoir comment on pourrait comment il pourrait être encore meilleur, pardon. Et voilà, toutes les petites améliorations qu'on pourrait apporter. Quand on fait de la photo, je veux que les gens se disent, c'est un professionnel qui leur fait les photos. Quand je fais des vidéos, je veux qu'ils se disent, qui c'est qui leur fait leurs vidéos là, c'est vraiment bien. Voilà, je ne veux pas juste me dire oui, c'est pas mal ce qu'on fait. Non, ça suffit pas. En tout cas, nous aujourd'hui, pourquoi ça suffit pas ? Parce que faire bien les choses, tout le monde sait le faire. Et surtout, que ce soit de la qualité, surtout. Exactement. Il faut que ce soit vraiment qualitatif. Donc ça, je crois que c'est une grosse force qu'on a. C'est déjà cette capacité en plus de toujours essayer de se remettre en question, etc. Dans nos faiblesses, parce qu'on a sûrement plein d'autres forces, mais alors si, bien sûr, l'utilisation des réseaux sociaux, etc., c'est une de nos forces, mais que j'estime être une force rationnelle, relative, je veux dire, parce qu'en fait, cette force-là, j'estime qu'on fait pas grand-chose. Sur les réseaux sociaux, je veux dire, n'importe qui, pour moi, peut le faire. C'est pas grand-chose. Là, c'est juste parler avec le cœur et faire les choses simplement. Dans nos faiblesses, et pourtant, nous, on voit ça un peu comme une force, c'est ce côté de ne pas avoir de vitrine, puisque, effectivement, on est au 1 rue de Varsovie, vous l'avez vu, on n'a pas de vitrine. Alors, on est en train de faire installer une plaque devant pour que les gens, quand même, quand ils passent, ils se disent « Ah oui, d'accord, ils sont ici ». Alors pourquoi on n'a pas de vitrine ? Parce qu'on voulait que les clients, on voulait vraiment privilégier la qualité de la relation et accueillir les gens comme à la maison. Vous l'avez vu un petit peu quand vous êtes arrivé, hein, on n'a pas l'impression vraiment d'être dans une agence immobilière. Il y a une vraie cuisine, où on prend nos repas avec l'agence.
dès que des clients arrivent, première chose qu'on fait, donc on les accueille toujours en bas comme j'ai fait avec vous, dès le seuil de la porte, et on offre toujours un thé, un café, un chocolat, un cappuccino, un verre d'eau, s'il fait chaud, une limonade, enfin bref, on essaie d'accueillir les gens comme si on les accueillait chez nous. Mais pour certaines personnes, c'est une faiblesse parce que on n'a pas de vitrine, et donc du coup les gens ne peuvent pas se déplacer. Alors même si les gens peuvent se déplacer, étant donné qu'on reçoit que sur rendez-vous, ne peuvent pas venir nous solliciter quand ils le souhaitent. Et donc effectivement, forcément, on est une agence plus digitale. Ça veut dire que on va forcément, le deuxième persona dont je parlais, qui est effectivement des personnes de plus de 50, 60 ans, qui sont forcément un peu moins axées réseaux sociaux, c'est forcément des gens qui vont avoir un peu plus de mal à nous trouver. Et pour ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu disais que tu n'avais pas de clients, par exemple sur les réseaux sociaux, est-ce que vous allez mettre en place une stratégie pour pouvoir avoir un nouveau persona ? Oui, en fait, c'est tout le... Enfin, vous le savez, puisqu'on a fait un truc avec TechDeco, un brief de com, c'était effectivement de savoir comment arriver... Aujourd'hui, on est une agence plutôt axée digital, et on commence à être apparemment assez connu sur le côté digital de tout ça. Mais il y a encore trop de gens qui ne nous connaissent pas, donc ça c'est un problème. Enfin un problème, en tout cas nous, dans notre objectif, c'est sur les 5 ans de faire partie des acteurs majeurs de Périgueux. Ce serait une grosse fierté de se dire qu'une petite agence, entre guillemets, une agence sortie de nulle part, un petit peu, même si on n'est pas vraiment sorti de nulle part, mais on était déjà des acteurs sur Périgueux, mais du moins, voilà, qu'une agence est capable de concurrencer des Orpi, des ERA, des Century 21, des grosses boîtes avec des milliers d'euros en communication. Et donc, sur cette faiblesse qu'on a, entre guillemets, d'être très digitaux et pas assez sur le terrain, oui, on a prévu, notamment grâce à TechDeco qui nous a fait des recommandations très pertinentes, franchement. Merci. De pouvoir, du coup, mettre des choses en place. Les petites idées, par exemple, qui nous plaît bien, c'était... alors, il y a des trucs qui étaient un peu trop... Pas forcément d'ailleurs assez ciblé sur notre deuxième persona, mais le spot publicitaire au ciné nous plaît beaucoup. Oui. C'est un truc qu'on a bien aimé. On pense aussi sur des pubs tout simplement beaucoup plus traditionnelles, style sur sur les péribus ou des trucs comme ça. Donc on travaille bien sûr là-dessus pour essayer de toucher ces personnes-là. Ouais. Et vous parliez justement de Orpi, oui. De grandes agences. Justement, est-ce que vous pouvez me donner des valeurs que vous avez, que par exemple vous ne retrouvez pas chez votre concurrence première ? Je risque d'être dur parce qu'en fait, ce n'est pas... En fait, en gros, la plupart des agences immobilières sont très honorables et essayent vraiment de faire le maximum. Sauf que leur gros problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à faire percevoir aux clients qu'elles font vraiment du travail. Et même elles, des fois, en fait, se persuadent qu'elles font du travail, alors qu'en fait, elles ne font pas grand-chose. Mais pas parce qu'elles ne veulent pas le faire, souvent parce qu'elles manquent de compétences, et aussi tout simplement parce qu'elles ont trop de choses à gérer. Et du coup, c'est un peu ce que j'expliquais, où nous, on a supprimé plein de tâches. Voilà, on a préféré se dire, pourquoi essayer de rentrer systématiquement des nouveaux biens à la vente, d'en avoir 4, 5, 6 nouveaux par mois, alors qu'on sait que si on en a un à vendre, on va le vendre. Ouais. Donc si par exemple notre objectif est de se dire il faut qu'on fasse 2 ventes par mois, je dis n'importe quoi, pour un collaborateur, on va tout simplement se dire ok, dans ce cas-là on a besoin de 2 biens à vendre. Alors il nous en faut qui arrivent continuellement, parce que si les 2 se vendent très vite, on n'a plus rien à vendre, ça nous est déjà arrivé en début d'année. Donc du coup, des fois, on s'est retrouvé pendant 2-3 semaines à devoir galérer à retrouver des biens assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même qu'il y en ait continuellement qui rentrent, mais on n'a pas besoin du coup d'en avoir moins. Donc effectivement, alors en tout cas, pour répondre vraiment à ta question sur les valeurs, c'est un peu bête, un peu dur ce que je vais dire, mais nous, j'estime qu'on a des vraies valeurs humaines, dans le sens, notamment par rapport à ce que je suis en train d'expliquer là, c'est que du coup, les agences immobilières se retrouvent à dire à des clients « Vous inquiétez pas, oui, bien sûr, votre bien, il vaut ce prix-là, et je vous le prends à la vente pour le vendre », alors qu'en fait, c'est juste pour remplir des cases et remplir des ratios. Nous, quand on dit à un client, nous, on refuse des biens à la vente. Sur Périgueux, aujourd'hui, les agences nous
crierai dessus en disant mais les gars vous êtes malades, vous êtes des fous de faire ça. Comment vous pouvez oser refuser des biens alors qu'on est en manque de biens à vendre, etc. On en refuse parce qu'on ne veut pas mentir aux clients. Si j'estime qu'un bien vaut 200 000 euros et qu'il en veut 250 000 et qu'il n'est pas du tout prêt à baisser à son prix, à ce qu'on estime être le bon prix, je vais lui dire je suis désolé, j'y crois pas. Donc en fait, je vais pas vous mentir, vous dire que on va bosser dessus. Ça vous paraît peut-être tout à fait logique ce que je vous dis là, mais dans le métier, c'est pas logique parce que c'est pas moi à l'époque quand j'avais commencé à dire ce serait bien qu'on fasse des ratios de 100% de vente des biens. On rigolait et on me disait mais Quentin c'est pas possible, ça n'a jamais, l'immobilier ça marche pas comme ça. Nous on est à 100% de nos mandats exclusifs vendus, voilà. Alors ça fait qu'un an bien sûr, mais si on est capable de le faire sur un an, on est capable de le faire sur plus, et au pire on sera à 95%. Donc en tout cas voilà, des vraies valeurs humaines, c'est-à-dire qu'on respecte réellement nos clients. Encore une fois, je suis pas en train de dire que les autres agences ne respectent pas leurs clients, simplement et ça manque peut-être un petit peu de transparence. Après, disons que c'est un métier qui touche à l'argent, donc forcément, et sur des grosses sommes, faut se dire qu'on ne fait pas 15 ventes par mois. Aucune agence ne fait 15 ventes par mois. Je parle, en tout cas, aucun négociateur ne fait autant de ventes par mois, et ce qui fait que souvent, une vente est très importante. Et donc, il y en a malheureusement qui se retrouvent des fois à, je ne vais pas dire forcer un peu le truc, mais à un peu moins défendre l'intérêt de son client et un peu plus défendre son intérêt personnel. Nous, c'est quelque chose que, ça c'est clair qu'on préfère louper une vente plutôt que de en fait, on est capable de croiser n'importe quel client, de le regarder dans les yeux et de lui dire « Ça va, vous êtes content de ce que vous avez acheté ?» ou « Ça va, vous êtes content d'avoir vendu ?» Après, ils peuvent ne pas être contents, bien sûr, mais en tout cas, ce ne sera pas de notre faute. Ça, c'est clair. Et l'autre chose, la deuxième valeur, par contre, là, pour le coup, c'est cette envie réellement d'innover et de voir le métier différemment. La plupart des agences immobilières se disent « j'ai fait toujours comme ça, pourquoi je changerais ?» Et en fait, c'est un métier très concurrentiel. Il y a énormément d'agences immobilières, mais en fait, on se rend compte que toutes les agences font la même chose. Et que très très peu d'agences immobilières essayent de se dire comment on pourrait faire pour s'améliorer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, voilà. Pour se recentrer un peu sur votre parcours professionnel et personnel, quelles études avez-vous suivies ? Alors, donc, comme je le disais au tout début, j'ai fait effectivement Tech Deco. Donc si je dis pas de bêtises, oui, ça doit être ça. Je suis sortie de Tech Deco. Non, je disais des bêtises, pardon. Je suis sortie de Tech Deco en 2011. Puisqu'en fait, ça fait donc depuis avril 2011 que je suis dans l'immobilier, réellement. Et donc j'ai commencé. En fait, pourquoi je dis 2011 ? Parce que j'ai fait mon stage de Tech Deco, de fin de Tech Deco, de deuxième année. Donc le stage d'avril-mai, dans une agence immobilière sur Périgueux, chez l'agence Orpi-Sipierre. Il y a eu plein d'autres étudiants de Tech Deco qui y sont passés. Et donc j'ai commencé à faire de la location à ce moment-là. Ça permet de bien toucher au métier au début. Ils m'ont gardé pour l'été, puisqu'il y avait une forte demande avec les étudiants, donc j'avais bien bossé, donc ils m'ont gardé pour l'été. Ils m'ont gardé ensuite pour faire une alternance, une licence pro gestion et transactions immobilières. Donc j'ai fait à Bordeaux-Bastide en alternance, toujours avec Orpi. Ils m'ont gardé ensuite ils m'ont embauché pour du coup il y avait une place qui se libérait en location. Donc j'ai fait de la location à ce moment-là. Mais à ce moment-là, je bossais du coup à Saint-Astier. Ils m'avaient m'avaient muté entre guillemets à Saint-Astier. Du coup, j'étais le seul à m'occuper de la location là-bas. C'était assez cool parce qu'en fait, j'étais très très libre parce que j'étais tout seul sur le secteur. Alors, il y avait une collègue avec moi qui s'occupait, elle, de la gestion, enfin, du moins de gérer le point de vente. C'était la directrice du point de vente, en fait. Et en même temps, elle s'occupait, elle, de la vente. Et donc, j'ai fait de la location. Et donc, je suis partie à bosser un petit peu à Bordeaux. Et là, c'est là où j'ai commencé à toucher à la transaction immobilière, à la vente. Pour des raisons, je ne suis pas tombée dans des agences qui étaient très adaptées à moi, on va dire, ou moi qui n'étais pas adaptée à ces agences-là. Toujours est-il que je suis revenue sur Périgueux. Et donc, c'est là où j'ai du coup fait... j'ai intégré l'agence ERA sur Périgueux qui cherchait quelqu'un en transaction. Et c'est une super agence. J'ai été pour le coup vraiment bien accueillie, bien épaulée, etc. Alors après... j'avais quand même finalement un peu d'expérience aussi. Et durant tout ce parcours, quand est-ce que Julien du coup rentre en jeu Julien est arrivé à l'agence. J'ai recruté Julien à l'agence ERA en 2018.
C'était déjà un ami à moi, et donc Julien, qui est mon associé aujourd'hui chez l'agence Pop, c'était déjà un super copain à moi. Il avait toujours voulu faire de l'immobilier. Je l'ai recruté chez ERA, c'est moi qui me suis occupé de sa formation et de son suivi, mais bon, il était fait pour faire ça, donc en gros, en quelques mois, il était largement autonome et il cartonnait déjà, ce qui fait que dès la deuxième année, il faisait partie des meilleurs aussi de l'agence. En fait, on était vraiment une agence où on était tous bons, et donc du coup, fin 2000, le Covid passe par là, et je pense que tout le monde à peu près a eu des choses qui se sont passées pas dans leur tête, quoi. Mais moi, déjà, même avant le Covid, j'étais déjà en train de me dire, j'en ai marre qu'on fasse tous la même chose, j'en ai marre qu'on nous dise que les agences immobilières prennent trop cher de frais d'agence, que ci, que ça. Je veux qu'on fasse les choses différemment. Et j'ai essayé de le mettre en place à l'agence, mais l'agence, ça fait plus de 20 ans qu'elle était là. Et ils avaient du mal à sortir de ce qu'ils faisaient, à sortir de ce que ERA leur disait de faire. Et ce qui fait que les propositions que j'ai faites n'ont pas forcément été suivies. Et je me disais, et pourtant j'ai évolué en poste, je devais même, il était même question que je m'associe avec les directeurs, donc j'avais en gros un chemin tout tracé et je m'éclatais. C'est vraiment une super agence, ERA, et je m'éclatais. J'étais très heureux là-bas, et donc, mais sauf qu'à un moment je me suis dit, non, il faut que j'arrête, il faut que je fasse autre chose, quoi. On va finir par se fâcher parce que leur valeur professionnelle ne collait plus vraiment avec ce que je voulais mettre en place. Julien, pareil. Et Julien se disait, mais de toute façon, moi je me vois pas rester là si t'es plus là, et vice versa. Et donc on s'est dit, tu sais quoi, et si on montait notre agence ensemble. Donc la discussion réellement a eu lieu en août, enfin la décision a été prise en août 2020. On a quitté l'agence en octobre 2020. Et puis on a monté donc l'agence Pop décembre, janvier. Réellement, on a pu exercer je crois qu'on a eu l'autorisation d'exercer le 13 janvier exactement. Où Julien, on s'est associé avec Julien pour faire tout ça, donc on avait à peu près 3 mois pour mettre tout ça en place. Super rapidement. Ça s'est fait assez vite. Souvent, quand on parle de création d'entreprise, ça met plusieurs mois. Mais vu que ça faisait déjà finalement 1 an que j'avais tout dans la tête, alors j'avais pas le nom de l'agence, j'avais pas la couleur, j'avais pas tout ça. Il y avait beaucoup de choses que je voulais mettre en place. Donc ça s'est fait après assez vite. La difficulté, c'était de créer tous les supports. Et encore une fois, là, j'ai la grande chance d'avoir ma femme qui est très très douée en création graphique, en site internet. C'est elle qui nous a fait notre site internet. Et tous nos supports, on les a fait nous-mêmes. C'était un peu sport, mais bon, globalement, ça s'est fait, quoi. Et est-ce que pour donc un agent immobilier, des expériences particulières sont-elles attendues ou bien Non, pas forcément. Regarde, Julien par exemple travaillait chez Orange quand on l'a recruté, donc rien à voir. Donc non, il n'y a pas forcément besoin d'expérience. Quand on est jeune, par exemple Romane qui est en alternance chez nous, c'est très très bien qu'elle fasse une licence pro, c'est très très bien. Ça aide évidemment. Mais il n'y a aucune obligation du tout. En tout cas, nous, on fait des formations en interne, voilà. Mais une cohérence est quand même recommandée au niveau des stages Oui, disons que toutes les expériences... De toute façon, vous savez bien qu'on demande toujours aux jeunes, notamment, d'avoir de l'expérience. Alors, c'est compliqué quand on n'a pas, quand on sort d'école. On démarre. C'est ça, donc nous, à l'inverse, en fait, on ne cherche pas forcément des compétences comme ça. Nous, on cherche plus des profils... Plutôt que des compétences, on recherche plus des profils types, entre guillemets, des profils types. En gros, nous, d'ailleurs c'est rigolo, avant, j'entendais plutôt dire qu'il fallait avoir des gens qui étaient un peu morts de faim, etc., parce qu'au moins ça allait être des gens qui allaient se battre, etc. Nous, on veut tout sauf ça. Nous, on veut des gens qui soient bien dans leur tête et qui soient... posés, entre guillemets, qui soient pas prêts à tuer leur mère pour faire une vente. Nous, on veut plutôt des gens qui soient humains, parce que qui soient prêts à vraiment à ne pas trahir leurs valeurs justement pour faire juste une vente. Après, effectivement, que si des personnes ont déjà fait, mais en fait, en tout cas chez nous, je dirais que la seule chose qui est bien d'avoir fait des stages dans l'immobilier, par exemple, avant de venir chez nous ou d'avoir eu d'autres expériences, c'est juste pour qu'ils puissent comparer et qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'on fait vraiment de différent ou pas. Sinon, le reste, on s'en fiche. L'expérience, Romane, si un jour elle doit quitter l'agence pour aller bosser ailleurs, elle se rendra compte que c'est complètement différent ailleurs, quoi. Voilà. Okay. Et justement, selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour faire ce métier-là ?
être organisé, ça c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent, qui arrivent. Mon téléphone sonne, etc. Donc si je suis en train de faire une tâche importante, que le téléphone sonne et que je décroche, ah oui d'accord, ok, là hop, je vais repartir sur une autre tâche, un autre client va m'appeler, le téléphone sonne tout le temps. Donc il faut être assez disponible quand même, c'est un métier où il faut être assez disponible, surtout que il faut se dire qu'on a affaire à des particuliers la plupart du temps, et donc les particuliers sont plutôt disponibles le soir, entre midi et 2, etc. Donc forcément, il faut être capable d'être un peu flexible à ce niveau-là, au niveau des horaires. Travailler éventuellement le samedi aussi, mais c'est pas une obligation. Julien, par exemple, il m'a toujours dit, moi je travaillerai pas les week-ends. Moi les week-ends c'est sacré, je toucherai pas au week-end. Je lui ai dit, tu n'y arriveras pas dans ce cas-là. Tu n'y arriveras pas à bosser en immobilier. Et pourtant, il est très bien arrivé, il m'a montré qu'on peut. Et aujourd'hui, je bosse très très peu le week-end, mais pas parce que je veux pas. Là pour le coup, samedi, j'ai un rendez-vous, mais tout simplement parce que le client est disponible plus tôt le samedi, que ça me gêne pas de travailler le samedi, et voilà. Et je suis sûr que si on avait pu le caler dans la semaine, on l'aurait fait. Donc effectivement, organisation, disponibilité, je crois qu'il faut, pour moi c'est indispensable d'être dynamique. Mais c'est indispensable d'être dynamique parce que c'est un métier où on doit véhiculer du plaisir aux gens. Il faut que ça reste des moments qui sont excitants dans la vie des personnes. Son premier achat quand on est avec son chéri, sa chérie, c'est hyper enthousiasmant. Même vendre pour acheter plus grand ou acheter parce qu'on a un enfant, etc., c'est enthousiasmant. Si on a quelqu'un en face de nous qui est mou, pas très rigolo, pas très sympa, ça casse tout le truc, tout le délire, quoi. Je veux dire, si je prends tout simplement se dire qu'on veut faire des travaux chez soi pour accueillir un bébé, qu'on a besoin d'un crédit, je dis n'importe quoi, et qu'on a affaire en face de nous à quelqu'un qui, ah vous avez un enfant, super, bon courage pour les couches, hein. Bref, c'est pas très fun, quoi. Non, c'est bon, au contraire, vous allez me dire c'est la base du commerce, mais en tout cas être dynamique c'est important. On peut pas être avachi, voilà, il faut quand même être dynamique. Et puis bien, mais ça après c'est la base, hein, c'est être souriant, etc. Voilà. Mais je crois qu'il faut aussi, en fait il en faut pas mal de qualité, mais en fait je crois qu'il faut aussi, il faut avoir cette envie et cette capacité déjà à se remettre en question. Et c'est pas donné à tout le monde de sortir de sa zone de confort, parce qu'il y a plein de fois où il faut sortir de sa zone de confort, c'est pas évident. Et cette capacité effectivement d'avoir envie d'apprendre de nouvelles choses. Si on aime bien rester un peu plan-plan et dans ce qu'on fait, on va pas être prêt à... Parce qu'en fait l'immobilier touche à tellement de secteurs, entre la construction, donc le bâtiment en général, la décoration aujourd'hui, mais en fait aujourd'hui il faut aussi être bon en photo pour communiquer, il faut aussi être bon en community management, enfin bref, il y a plein de choses dans lesquelles il faut être bon, donc il faut être un peu curieux et se dire ok, moi j'ai envie de toucher un peu à tout, etc. Voilà. Et est-ce qu'avec toutes ces choses où il faut être du coup très bon, vous avez malgré tout connu des échecs Oula, oui, beaucoup. Durant votre parcours? Ah, mais j'en ai connu plein, et j'ai failli quitter l'immobilier. J'ai connu plein d'échecs, mais c'est tout. Alors, c'est ma façon de voir les choses, mais moi, c'est ces échecs-là, qui font que j'en suis là aujourd'hui. Et je les regrette absolument pas, ces échecs immenses. D'ailleurs, on a souvent l'impression que l'immobilier, c'est un monde de requins. Et moi, je me disais, mais moi, je suis un dauphin, je fais comment? Donc, en fait, je me sentais pas forcément à l'aise dans cet environnement. Et je me disais, ça se trouve, on peut pas bosser dans l'immobilier sans être un requin, ou sans des fois être un requin, mentir, etc. Alors du coup, des fois, je l'ai fait, et je me suis rendu compte après qu'en fait, on pouvait faire les choses comme il fallait. Est-ce que vous direz que justement, c'est le plus gros cliché sur l'immobilier, le fait d'être un des requin, voleurs, un peu, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un cliché sans être un cliché, en fait. Hein. On se bat, nous, contre ça à l'agence, mais parce que, effectivement, comme je le disais au tout début, c'est que la plupart des personnes pensent qu'une agence, ça prend 10 000 €, fait 3 photos et balance sur le bon coin. Mais malheureusement, c'est le cas dans beaucoup d'agences. Ça se passe comme ça. Mais parce qu'elles n'ont pas la compétence, ou elles se disent ouais mais attends, mais payer un photographe, je peux pas le payer, moi ça va me coûter trop cher, et c'est vrai que ça coûte très très cher. Nous on a mais il y a d'autres façons, hein. Enfin il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, si nous, en tout cas j'estime que si nous on est capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Donc voilà, dans mes échecs, j'ai eu celui-ci qui était très fort. À l'agence ici, on a eu des très gros échecs.
on a eu des très gros échecs. Il y a eu une cliente qu'on n'a pas réussi du tout à satisfaire et qui du coup a fini par nous, je pense, nous faire un petit dans le dos, nous tromper. En gros, je pense que elle nous avait donné son bien à la vente et on était censés être les seuls à le vendre, etc. Et puis en fait, un jour, elle me dit j'ai des acheteurs. Mais comment c'est possible? Personne ne sait il n'y a même pas de panneau devant votre maison. Personne ne le sait. Vous m'avez dit que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas communiqué. Et que même et que ces gens-là ne viennent pas par des amis. Bon, c'était des gens qui avaient retrouvé la maison par nous et qui sont allés voir c'est la propriétaire directement. Elle leur a vendu sans nous. Voilà, pour économiser effectivement les frais d'agence. Et d'ailleurs, ça c'est aussi une des choses que personne ne veut, c'est qu'aujourd'hui on est un intermédiaire, l'agence immobilière est un intermédiaire, donc personne ne veut payer les frais d'agence. Et nous, aujourd'hui, par contre, malgré tout, ça nous est arrivé une seule fois dans toute l'année. Aujourd'hui, tous les clients qui bossent avec nous sont contents de bosser avec nous et se disent « Non mais jamais je ferai un petit dans le dos à l'agence, jamais. Moi je veux... » et personne ne nous demande de négocier les honoraires parce que soit on le fait nous-mêmes quand il y a besoin, quand on estime qu'on a mal fait quelque chose, soit on le fait pas et les gens sont contents parce qu'ils disent « Ouais mais attends, ils ont vraiment bossé derrière. » Donc en fait je pense que toutes ces choses, toutes les choses que les gens pensent des agences immobilières et que les agences immobilières continuent de véhiculer en se disant ouais mais en même temps si on veut pas se faire avoir, ça passe tout simplement dès le début par une vraie confiance et des vrais services mis à disposition aux gens. En tout cas nous c'est ce qu'on fait, pour le moment ça nous réussit, je pense que voilà, ça continuera. Et actuellement, quelles sont tes perspectives d'avenir Alors ça tombe très bien, ce matin on faisait le bilan avec Julien de la première année et ce qu'on allait mettre en place pour 2022. Donc on peut en parler. Évidemment le chiffre d'affaires de l'agence, l'objectif de chiffre d'affaires augmente bien sûr puisqu'on a eu une très belle année. Donc on va essayer de faire un peu mieux encore l'année prochaine maintenant qu'on a des collaborateurs qui sont un peu plus formés et prêts. On a prévu de recruter 2 nouvelles personnes en juin. On devait le faire en début d'année puis finalement on va le faire en juin plutôt. On va reprendre du coup 2 stagiaires en avril de Tech Deco, notamment une personne qu'on gardera en alternance. D'ailleurs, on a recruté, c'était pas du tout prévu, c'est tombé comme ça, mais on a saisi l'opportunité. On vient de recruter une nouvelle personne encore en alternance, là cette année. Elle arrivera semaine prochaine. Voilà, c'était pas prévu, mais on a prévu quelqu'un comme ça. Et on a notamment prévu du coup de développer beaucoup plus la partie location, gestion locative. Donc ça, c'est notamment une des personnes là celle qu'on vient de recruter et va aider au développement. Et bien sûr, on a toujours envie de continuer à proposer des nouvelles, d'être toujours hyper qualitatif dans nos services, toujours 100% de vente de nos mandats exclusifs, toujours 100% de satisfaction client, c'est les objectifs. Et donc du coup, on va mettre en place, on a déjà sorti un premier magazine, un magazine de l'agence, on va en sortir un deuxième numéro en janvier. On va peut-être faire aussi un podcast, c'est dans les tuyaux. Bref, on va continuer à communiquer. En fait, les gens adorent, et nous on adore le faire aussi, adorent savoir ce qui se passe à l'agence et voir si on s'éclate pas, voilà tout ça. Donc on va continuer à faire vivre un peu les gens avec nous. Et en parlant d'avenir, du coup, comment vous voyez votre métier dans 10 ans d'agent immobilier ? En fait, je pense que tout simplement ce qu'on fait aujourd'hui, nous, qui paraît être infaisable pour la plupart des agents immobiliers, je pense que ce sera devenu la norme dans quelques années. Je pense que c'est le rêve quasiment de toutes les agences immobilières, mais ça va le devenir. L'agent immobilier de demain sera vraiment un vrai partenaire et sera vraiment en fait le vrai agent immobilier de famille où la famille recommandera à ses voisins, etc. Alors c'est déjà le cas pour beaucoup de personnes, mais ce sera vraiment le cas. En tout cas, demain, il y aura plus de relations, il y aura plus vraiment je suis au travail, je suis à la maison. Ça peut être un problème pour certaines personnes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà le cas dans l'immobilier. On a un peu l'impression de travailler tout le temps parce que tout le monde a quelque chose tu fais un repas et on dit au fait j'ai vu ce que t'as rentré là, putain ça peut m'intéresser, je cherche un truc à acheter, ou à l'inverse je veux vendre, ou tiens tu pourrais pas me donner des conseils. Donc c'est déjà le cas aujourd'hui, mais je pense qu'en tout cas demain il y aura
L'agent immobilier de demain sera obligé d'être branché sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie de la vie. Il partagera sa vie avec ses clients, il n'aura pas honte de ça. Il y a encore des gens aujourd'hui, des agents immobiliers qui se disent non mais je vais pas leur partager ce que je fais ce week-end. Mais pourquoi pas ? C'est pas grave, les gens ils adorent et ça va faire quoi ? Ça va être gênant. Et non, j'espère que je vais pas croiser un client dans la rue, mais moi au contraire, ça me gêne pas, je suis au restaurant, je croise un client, mais tant mieux. Et je suis en train de boire un coup, si je dois lui offrir un verre, ce sera avec plaisir, parce qu'aujourd'hui nos clients ne sont pas juste des clients, ça devient des amis, ça devient des gens avec qui on pourrait largement faire des soirées sans problème. Partenaires de vie. Exactement, c'est ça, ouais. Et quel conseil tu donnerais aux étudiants qui voudraient réussir dans ce secteur-là ? Quel conseil je pourrais leur donner ? D'être persévérant, parce que c'est un métier qui est dur malgré tout, qui est très très exigeant. C'est très très exigeant comme métier. Déjà ça met longtemps à se mettre en place, c'est assez exigeant. Je pense qu'il faut, mais ça c'est en règle générale que je donnerai le conseil, je pense qu'il faut arrêter d'avoir des œillères sur les yeux et d'arrêter de se dire on m'a appris comme ça donc c'est comme ça qu'il faut le faire, ou je le fais comme ça depuis tout le temps et c'est comme ça qu'il faut le faire. Voilà. Toutes ces croyances limitantes, je pense qu'il faut vraiment essayer de les supprimer et de se dire ok, on a toujours fait comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire différemment ? Et où est-ce que vraiment on fait comme ça parce qu'il n'y a pas moyen ? Parce que c'est vraiment... Voilà, je pense qu'il faut essayer un petit peu. J'aime beaucoup le fait de juste le do it, de le faire. C'est là où on apprend le mieux. Et même dans l'immobilier, là pour le coup c'est valable aussi dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'il faut pas... faut essayer de sortir de sa zone de confort aussi, c'est-à-dire que des fois on a l'impression que ça va mal se passer et qu'en fait c'est tout bête, voilà. Donc il faut juste faire les choses. J'ai pas envie d'appeler ce client, mais si c'est pas grave, vas-y, tu le prends, tu l'appelles et ça va, bon, c'est bon. Vaut mieux des fois le faire pas très bien que pas le faire du tout. Et le truc aussi, et ça pour moi c'est peut-être le truc principal, c'est de pas avoir peur de rater, quoi. Au contraire. Et même si le système scolaire aujourd'hui est pas forcément là-dessus, moi c'est un peu ce que j'essaie de faire quand j'interviens à l'IUT, c'est de dédramatiser la relation étudiant-prof, voilà, et de vraiment se dire t'as raté, eh bien tant mieux. C'est tant mieux, t'as raté un entretien, t'as raté ton examen, t'as raté... Enfin bref, je sais pas, ta relation avec un client, t'as appelé un client et ça s'est pas bien passé, t'as un partenaire, ça s'est pas bien passé, tu t'es senti naze, etc. Et bien tant mieux. C'est parce que si tu t'étais pas trompé, t'aurais jamais eu l'impression, tu t'aurais jamais su comment évoluer. Par contre, ce qu'il faut c'est, ok, je me trompe, et analyser derrière pourquoi je me suis trompé et comment faire pour m'améliorer la prochaine fois. Si tu te trompes et que tu te trompes 4 fois, bon là, au moment tu cherches un peu, quoi. Voilà. Mais voilà, je ça. Ok. Et est-ce que vous avez des recommandations, donc par exemple de lecture, de films, de milieux culturels, ou des expériences qui vous semblent bénéfiques pour intégrer le secteur de l'immobilier justement ? Je pense que faire des stages déjà, enfin tu parles d'expériences particulières, faire des stages, c'est toujours, c'est jamais perdu. Ouais. Des livres, alors le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de livres en immobilier, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui peuvent être intéressants. J'en ai un, je ne sais pas s'il est là, je ne crois pas. C'est de Sébastien Tedesco. Ça s'appelle... Je ne sais plus, je pourrais vous le dire après. C'est un livre qui est assez sympa dans l'immobilier, qui reprend à peu près ce que j'explique. Enfin, voilà, les valeurs humaines qu'il faut avoir, etc. Une inspiration. Ouais, c'est ça, ça donne un peu cette idée-là. Après, non, en fait, moi, je puise vraiment, en tout cas, moi, mes inspirations de partout. De tout type de livres et de business. En fait, souvent, je dirais que souvent, quand on bosse dans l'immobilier, on bosse dans l'immobilier un peu comme un artisan, dans le sens où je connais le droit, où j'apprends le droit juridique, enfin le droit juridique, oui, le droit immobilier, je veux dire, la partie juridique de l'immobilier. J'apprends les techniques commerciales, et donc je le fais. Nous, que ce soit à titre individuel ou à titre de l'agence, on a une réflexion plus d'entreprise, à se dire, ok, je veux cibler tel type de client,
Donc quelle communication je dois adapter, comment éventuellement même comment je dois m'habiller, comment je dois faire tout ça, voilà, quel discours je dois tenir, voilà, on a une démarche un peu plus comme ça, donc ce qui fait que on pioche un peu à droite à gauche. Bon, j'ai pas forcément de livres ou quoi que je recommanderais, j'en ai lu beaucoup sur le développement personnel. Par contre, puisqu'on est sur un podcast, j'aime beaucoup le podcast tout simplement de Pauline Léniaud, qui est une des références du podcast business en France, et où du coup ça aborde tellement de sujets différents qu'il y a vraiment moyen de piocher à droite à gauche. Si une de mes inspirations, tu vois, ça me fait penser, c'est l'entreprise Asphalt, qui est une marque de fringues pour hommes, maintenant pour femmes, ils sont en train de le développer. Alors, quel est le rapport avec l'immobilier ? C'est qu'en fait, ils ont mis le questionnaire client au cœur de... du coup, la gestion de la relation client, c'est aller vraiment au cœur de leur entreprise. Et donc, du coup, dès qu'ils lancent un nouveau produit... En fait, tous les produits qu'ils lancent, donc c'est que en précommande, etc. Donc, j'aime ce côté en plus un peu écolo, etc. Enfin, même très écolo. Et intelligent en plus, puisqu'ils n'ont pas besoin de sortir de l'argent, d'avancer de l'argent, c'est la précommande qui va leur permettre de financer leur il n'y a pas de stock, il n'y a pas tout ça à gérer, quoi. Et donc, mais en tout cas, chaque produit qu'ils lancent, ils le lancent grâce au questionnaire qu'ils vont avoir fait en amont avec leurs clients. Et j'aime vraiment ce côté de se dire, et donc nous on va essayer de le mettre en place aussi avec de la newsletter, etc. J'aime ce côté de se dire, ok, dites-nous ce que vous attendez de nous, et on vous le met en place. Et donc, par exemple, ils ont sorti des sneakers, ils ont sorti peut-être 4 ou 5 maintenant versions de la même sneakers, parce qu'à chaque fois, ils l'améliorent par rapport au retour client, etc. Ils répondent vraiment à une demande. Ils répondent vraiment à une demande. Et en fait, nous, c'est exactement ce qu'on veut faire chez l'agence Pop, et c'est de se dire, ok, un agent immobilier, c'est là pour aider les gens. Si les gens ne voient pas de plus-value à notre travail, on ne sert à rien. Donc, en fait, ça paraît évident d'attendre, d'écouter ce que les gens nous disent et pour le mettre en place. Voilà. Et quelle est la publicité ou la stratégie marketing qui vous a le plus plu ou impressionné ? Franchement, c'est là pour le coup, typiquement, c'est vraiment... Alors, du moins, dans l'immobilier, ce serait l'agence Bumper, qui est à Lyon, qui est une agence qui bosse, en fait, qui donne déjà des noms à leurs biens depuis, je sais pas, plusieurs années. Et ils étaient vraiment très, très en avance sur tout ça. Ils ont leurs photos sont dingues, ils ont un vrai univers, etc. C'est incroyable. J'aime beaucoup l'agence aussi Made de Biarritz, qui est une agence immobilière aussi, qui nous inspire beaucoup. Je m'inspire de ce qui se fait ailleurs. Donc ça, c'est dans l'immobilier. Sinon, effectivement, Asphalt est très très fort en fait sur tout ça, même sur leur présentation. En fait, ils font des vidéos de présentation de produits. Contrairement si je fais leur comparatif avec Zara par exemple, qui balance une collection, enfin même 4 collections par an, peut-être même plus maintenant, je pense qu'il y a des sous-collections et des promos à gogo, etc. Et donc en gros, même si maintenant ils font peut-être des petites vidéos de présentation de leurs produits, mais en fait c'est juste de savoir comment ça fit. Eux, ils font des vidéos qui sont beaucoup plus explicatives, dans le sens Asphalt, dans le sens pourquoi on a créé ce produit, comment on l'a créé, quel produit on a utilisé, quel impact ça a sur l'écologie, quelle entreprise on a utilisé parce que ils font bien le job et en plus ils font gaffe à leurs collaborateurs, etc. Voilà. Et bien en fait, quand j'ai vu ces vidéos-là, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse version immobilier en fait, c'est d'expliquer toute notre démarche. Donc on est en train de le mettre en place, c'est long, c'est compliqué à mettre en place, mais on fera des vidéos. Pourquoi nos honoraires sont à ce prix-là, par exemple, tout simplement, sans aucune, sans cacher quoi que ce soit. Enfin, je vais pas non plus leur sortir tous les frais fixes qu'on a, on s'en fiche, mais les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Mais ça va être pourquoi on prend ça, pourquoi on travaille en exclusivité, pourquoi on fait des photos comme ça, comment on les fait d'ailleurs. Et d'ailleurs, on va faire des tutos un petit peu d'expliquer comment faire des belles photos, par exemple. Répondre à des questions que des personnes pourraient se poser, mais pas vous poser directement. En fait. Exactement, c'est ça. D'accord, voilà. Très bien. Et est-ce que, donc pour finir, est-ce qu'il y a un dernier point que vous aimeriez aborder pour ce podcast ? Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, je pense que j'ai déjà donné beaucoup d'informations, donc non, c'est bon, j'ai rien à rajouter. En tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour le temps accordé et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous
pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les curieux du marketing.